Parfait. Eh ben, je vous propose qu'on démarre. Les personnes, il y en a certainement d'autres qui vont nous rejoindre d'ici 5-10 minutes, donc on les laissera arriver tranquillement. Le fait qu'on ne soit pas nombreux, si vous voulez prendre la parole directement ou écrire dans le chat pour ceux qui n'auraient pas de micro, vous pouvez le faire. En tout cas, bienvenue et merci d'être présent pour cette présentation qui sera présentée par Véronique et Karine ce matin. Et puis, je vous laisse la parole. Super, merci beaucoup Solène. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Donc, je me présente Véronique et j'ai Karine qui m'accompagne aujourd'hui pour la présentation. Donc, n'hésitez pas aujourd'hui vraiment sous forme de webinaire à poser des questions, à interagir avec nous. C'est quand même un sujet, je sais, qui soulève beaucoup de questions. Donc, c'est pour ça qu'on est à deux, Karine et moi. Donc, ouais, c'est bon, je vois les messages apparaître. Donc, c'est pour ça qu'on est deux, Karine et moi. Karine pourra justement prendre le relais sur le chat pendant que moi, je fais la présentation et que je déroule les différentes diapositives. Elle m'arrêtera si jamais il y a des questions pour intervenir, échanger si vous voulez. Je vous invite peut-être juste à garder vos questions à micro ouvert pour la fin. Donc, à la fin, si vous voulez, on ouvrira les micros et tout. On pourra vraiment faire un échange. Pendant la présentation, peut-être plus privilégier le chat pour les questions. Karine va les regrouper ensemble et on fera une pause et on adaptera en fonction de tout ça. D'accord. Voilà, donc je vais commencer à partager mon écran. Hop, pour que vous voyez bien. Ça va, tout le monde voit bien? Karine? Oui, moi je vois. D'accord, super. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de discuter des frais déductibles qui sont liés à votre entreprise. Il faut savoir qu'effectivement, il y a différents... On change la présentation, voilà. Alors, c'est vrai qu'il faudrait que je prenne le temps un petit peu d'expliquer Pépite. Donc, Pépite, on est un cabinet d'expertise comptable qui est spécialisé sur les indépendants et les créateurs d'entreprises. Donc, effectivement, on accompagne du début de la création jusqu'à la comptabilité, le bilan et tout ça pour tout le monde et faire toute la comptabilité et les frais. Alors, voilà. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est effectivement les frais doivent être déduits dans l'intérêt systématique de l'entreprise. C'est ça qui est le plus important. Donc, effectivement, souvent, on va nous dire, est-ce que je peux passer tel frais ou tel frais? Tout dépend du secteur d'activité. Effectivement, il y a des frais qui sont liés dans un secteur d'activité, que c'est normal d'avoir ce type de frais-là, mais que dans un autre secteur d'activité, c'est beaucoup plus rare. Je donne souvent l'exemple, quand vous allez chez le dentiste, c'est rare que votre dentiste va dire après un nettoyage, allez, venez, je vous invite au resto. Il invite rarement ses clients au resto. Par contre, effectivement, quand on est dans le commercial, dans le développement, ça c'est beaucoup plus de dire, j'invite un partenaire, un client à aller manger au restaurant. Donc, effectivement, il y a différents types d'activités. Il faut vraiment que ça soit lié à l'intérêt de votre activité. D'accord? Il faut faire preuve, bien évidemment, de bon sens et être raisonnable sur les montants. Donc, on va en discuter tantôt, surtout quand on parle de restauration, quand on parle des cadeaux aussi qu'on va offrir à nos clients. Il faut vraiment que ça reste quand même raisonnable et lié au chiffre d'affaires qui est généré aussi. Aujourd'hui, on va passer en revue les différents frais qui sont liés à votre activité, que ce soit le déplacement, frais de bouche, l'hébergement, le loyer, les charges de l'entreprise. Donc, vraiment, n'hésitez pas tout au long de la présentation à poser des questions sur le chat ou sinon à la garder à la fin, on ouvrira les caméras, les micros et on pourra vraiment échanger ensemble. Vous m'arrêtez si je le trouve vite aussi. Hein. Je peux parler. On m'a dit que j'avais jusqu'à 10 heures, donc j'essaie de rester dans mon temps aussi. Donc, premier point qui est souvent toujours un gros enjeu, c'est les frais de restauration, frais de bouche. Donc, effectivement, ils sont divisés en deux grandes catégories. D'un côté, on a tous les restaurants que vous allez faire dans le cadre de votre activité avec un client ou avec un partenaire. Quand vous invitez un client, un prospect, un partenaire à manger, c'est une catégorie. Et ensuite, il y a les repas du dirigeant quand il est seul. Pardon. Pour la première catégorie, quand vous invitez quelqu'un avec vous, donc il n'y a pas réellement de limite de montant. C'est un frais réel et effectivement, il faut faire attention à la proportion. Donc, effectivement, il faut que ça soit raisonnable par rapport à ce que ça va vous générer comme chiffre d'affaires.
vous avez un client qui vous a généré sur l'année 1000 € de chiffre d'affaires et vous voulez l'inviter à manger au restaurant, parfait. Mais bon, on évite les restaurants type la chèvre d'or à Aise ou des restaurants super luxueux. On reste dans quelque chose de très, très raisonnable aussi. D'accord? C'est la même chose, il faut que ça reste proportionnel au chiffre d'affaires qui a été généré. D'accord? Ensuite, les repas du dirigeant peuvent être déduits. D'accord? La théorie sur les frais du repas du dirigeant, tout le monde fait un petit peu à sa sauce, mais techniquement, effectivement, on doit prendre le frais réel du repas et déduire 4,80 €. Qu'est-ce que c'est ces 4,80 € là? C'est le forfait que les impôts considèrent que ça coûte de manger à la maison. D'accord? Donc, pour eux, un repas qui est pris à domicile coûte 4,80 €. Donc, eux se disent, le montant que vous avez payé moins les 4,80 €, c'est le montant que vous avez le droit de déduire. D'accord? Dans la pratique, règle générale, c'est très, très rare que ça va être fait, que 4 € va être enlevé à chaque fois. D'accord? On va passer la charge du restaurant tant que ça reste dans la limite du raisonnable, effectivement. D'accord? Donc, vous êtes seul, vous allez manger pour 60 €, ça commence à faire un petit peu trop. On reste dans quelque chose de raisonnable, le menu du midi, des choses comme ça. On essaie aussi de passer les restaurants du dirigeant lorsque vous êtes en déplacement. D'accord? Quand vous n'avez pas la possibilité soit de rentrer à la maison, soit de rentrer au bureau, tout dépendant de votre situation. Vous êtes en déplacement entre deux clients, vous mangez au restaurant, pas de souci. D'accord? C'est pas tous les jours, vous êtes à côté du bureau, vous allez prendre un sandwich ou un truc à côté, vous passez tout. On essaie de rester aussi raisonnable et quand vous êtes en déplacement là-dessus aussi. J'espère que ça va pour le côté frais de repas et de dirigeant. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Ça va? Non? Pas de questions sur le chat, Karine, c'est bon? Non, pour l'instant, pas de questions. Et ben voilà, ça veut dire que c'était clair. Ensuite, la deuxième section, c'est les frais de déplacement. Après, Karine, si tu veux intervenir ou ajouter des choses, n'hésite pas hein, aussi. Donc, des fois, je ne pense pas à tout au fur et à mesure, mais tu peux intervenir si tu veux. Bien sûr, pas de souci. Ensuite, la prochaine catégorie de frais, c'est les frais de déplacement. Donc, effectivement, on a les déplacements, tout ce qui est transport. Quand vous allez prendre, que ce soit un avion, taxi, le train pour aller voir un prospect, un client et autres. Et ensuite, on a les déplacements qui sont liés à votre véhicule. D'accord? Dans le premier cas, les frais de transport, effectivement, sont déductibles de votre activité. Pardon. Donc, on va pouvoir les déduire, mais on ne récupère pas la TVA. Karine, sur ces frais-là, effectivement, c'est des montants qui ne sont pas récupérables. Donc, on les déduit, mais la TVA n'est pas récupérée. Hein, Karine? Oui, je confirme. On ne peut pas récupérer sur tout ce qui est train, avion, taxi, Uber, tout ça. Voilà. Voilà. Les frais de payage et de parking, par contre, sont déductibles en totalité. Donc, vous pouvez passer complètement. Et effectivement, là-dessus, on va pouvoir récupérer la TVA sur les frais de parking et de payage. Donc, pour les frais de transport, vous pouvez les déduire, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est des véhicules, donc quand vous utilisez un véhicule, que ce soit votre véhicule personnel, que vous achetiez un véhicule ou que vous le louez, il y a différentes catégories, différents frais que vous pouvez déduire. D'accord? Alors, ça c'est ça. Voilà ici. Alors, dans le premier cas, vous allez utiliser votre véhicule personnel. Alors, la société, votre société, elle ne possède pas de véhicule. D'accord? Le véhicule, il est à votre nom, à vous. Donc, vous êtes bien d'accord avec moi que comme la société, elle ne possède pas de véhicule, on ne peut pas mettre des charges liées à un véhicule type carburant, assurance de la voiture, entretien, des pneus, des choses comme ça. D'accord? Donc, comme elle n'a pas de véhicule, on ne peut pas déduire ce type de frais-là sur son activité. Donc, tous les frais qui vont être liés à votre véhicule personnel seront payés en perso. D'accord? Assurance, carburant, entretien, toutes ces choses-là payées perso. D'accord? Mais bien évidemment, vous utilisez votre véhicule personnel pour votre activité professionnelle. Donc, on va aller faire ce qu'on appelle des indemnités kilométriques. D'accord? Alors, les indemnités kilométriques, effectivement, ça demande un peu de suivi. D'accord? Parce qu'effectivement, il faut bien noter le lieu de départ, le lieu d'arrivée, qui vous donne le nombre de kilomètres, et indiquer qui vous êtes allé voir, un prospect, un client, votre comptable, peu importe. Mais c'est important d'avoir vraiment un registre qui détaille vraiment le lieu de départ, le lieu d'arrivée, le nombre de kilomètres et pour quelles raisons vous avez fait ce déplacement-là. Parce qu'à la fin de l'année, on va regarder
dans le tableau ici le nombre de kilomètres que vous avez fait selon le nombre de chevaux fiscaux de votre voiture. Et on va pouvoir avoir un montant que vous allez pouvoir vous rembourser à titre personnel. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle les indemnités kilométriques. Pourquoi c'est important d'avoir un suivi? C'est parce que justement, en fin d'année, on va pouvoir avoir le bon montant et vous pouvez vous rembourser aussi le bon montant. En cas de contrôle fiscal, ce sera aussi exigé. Vous ne pouvez pas dire, ah, ben, j'ai fait approximativement 10 000 km sur l'année, c'est bon, on va mettre ça dans mon bilan et tout est OK. Si vous avez un contrôle, le contrôleur va vous demander, d'accord, mais justifiez-moi les 10 000 km que vous avez déduits pour votre activité professionnelle. Donc, effectivement, si on remonte 3 ans en arrière, ça va être compliqué de pouvoir ressortir tous les déplacements. Donc, vraiment, faites-le sur un fichier Excel ou sur un logiciel ou quoi que ce soit pour vraiment avoir une trace et que ce soit bien déductible. Donc, je rajouterais aussi effectivement que c'est nécessaire d'avoir une carte grise au nom du dirigeant. D'accord? Des fois, ça peut arriver que ça soit au conjoint ou quelqu'un d'autre. Techniquement, ça ne peut pas être déduit. Il faut que ça soit à votre nom à vous en tant que dirigeant. Voilà pour les kilomètres quand vous utilisez votre véhicule personnel pour vos déplacements pro. Ensuite, donc, dans les véhicules, autant dans les achats de véhicules que dans les locations, il faut faire attention parce qu'il y a 2 catégories, encore une fois, de véhicules. La première catégorie, c'est les véhicules qu'on appelle de tourisme. Donc, c'est tous les véhicules 5 places. La Smart est aussi un véhicule de tourisme. Donc, effectivement, on a essayé de me dire, ah, mais c'est un utilitaire. Non, ça reste toujours un véhicule de tourisme. Les véhicules utilitaires vont plutôt être les véhicules qui sont utilisés soit par les artisans, les petits kangous, les trafics, les choses comme ça. C'est bien écrit sur la carte grise. D'accord? Il faut que ça soit écrit véhicule utilitaire. Et c'est ce qui va venir classer votre véhicule dans une ou l'autre des catégories. Et c'est là que vous allez savoir qu'est-ce que vous avez le droit de déduire, est-ce que vous récupérez la TVA et comment ça se passe. D'accord? Donc, premièrement, si on est sur un véhicule de tourisme, on va déduire le prix d'achat TTC du véhicule. Si on est sur un utilitaire, on va déduire le prix hors taxe. Pourquoi il y a une distinction? Parce qu'effectivement, quand on achète un véhicule utilitaire, on peut récupérer la TVA, ce qui n'est pas le cas sur un véhicule de tourisme. C'est pour ça qu'il y a une petite différence là-dessus. La charge va se répartir sur 5 ans quand vous achetez un véhicule. D'accord? Donc, ça veut dire que vous allez le payer en montant et que cette charge-là va être déduite tous les ans sur votre bilan pendant 5 ans. Ensuite, il y a un montant maximum qu'on peut déduire en fonction du nombre d'émissions de CO2 de votre véhicule. Donc, c'est important, ça aussi, de bien valider quel type de véhicule vous achetez, combien il émet de CO2, pour pouvoir être certain de pouvoir déduire la totalité de votre achat. De ne pas vous retrouver à déduire une partie et l'autre de ne pas pouvoir la déduire. D'accord? Quand vous faites un achat de véhicule ou une location ou quoi que ce soit qui concerne votre véhicule que vous voulez changer, moi, je vous invite vraiment à voir avec votre comptable parce que des fois, il y a des petites subtilités qu'on n'est pas au courant et qui peuvent avoir un impact effectivement sur votre bilan. Donc, vraiment, prenez bien le temps de faire des devis, de vous poser avec votre comptable et de regarder ce qui est déductible, ce qui ne l'est pas, ce que vous pouvez déduire et c'est quoi l'impact sur votre activité. D'accord? Parce qu'effectivement, on a plein de sociétés différentes aujourd'hui, mais c'est important vraiment que ce soit lié à la vôtre. D'accord? Faites bien attention aussi pour tous les frais. Ah oui, mais mon beau-frère, il m'a dit, oui, mais ma belle-sœur, elle m'a dit, chaque entrepreneur a sa situation et son activité. Il y a des choses qui sont permises dans un cas qui ne sont pas dans l'autre. Donc, vraiment, posez-vous avec votre comptable pour voir ça. Alors, je reviens là-dessus. Donc, sur l'achat du véhicule, effectivement, à partir du moment où la société achète un véhicule, donc la carte grise est à son nom, elle possède donc un véhicule. On pourra, dans ce cas-là, déduire tous les frais de carburant, d'assurance, d'entretien du véhicule sur la base du réel. Donc, à chaque fois que vous allez faire une vraie dépense, vous prenez la carte pro et vous payez avec cette carte-là. On pourra déduire tout ça. Il faut faire attention aussi parce que quand on est sur un véhicule de tourisme, on a une petite taxe qui s'appelle la taxe sur les véhicules de société. Cette taxe-là peut être assez importante en fonction du type de véhicule que vous achetez. La taxe de véhicule sur les sociétés s'applique uniquement sur les véhicules de tourisme. Elle ne s'applique pas sur les véhicules utilitaires. Donc, vraiment, ça aussi, c'est un autre aspect pour vous poser avec votre comptable et voir, il sera de combien ma taxe sur les véhicules de société.
Donc, en fonction du véhicule, de l'émission de CO2 et de l'année, je pense, hein, Karine, de l'année de la voiture. C'est les principaux facteurs qui vont déterminer le montant de votre TVS. Oui, c'est en fonction des grammes de CO2 et du type de carburant aussi. Ah, du type de carburant, voilà. Il faut savoir que maintenant, les véhicules qui sont 100% électriques, il n'y a quasiment plus de taxes sur les véhicules de société à payer. Il y a aussi une limite, tu n'en as pas parlé, mais il y a aussi une limite de déduction quand on achète un véhicule. Par exemple, si on achète une Ferrari qui vaut 150 000 €, on ne pourra pas déduire 150 000 € en comptabilité. Voilà, c'est ce que il y a je un vous disais montant ici. maximum. Ouais. Et ça aussi, c'est en fonction des grammes de CO2 et de l'année d'achat. Voilà, c'est ça. C'est ce que je vous disais, quand il faut faire attention. Pour toi, on ne peut pas tout déduire les types d'achat. Il faut vraiment avoir il y a un plafond qui est déductible en fonction du type de véhicule. Alors, ensuite, je continue. Ah ben voilà, je l'ai le tableau ici, justement. En fonction du taux d'émission, on a les plafonds qu'on peut déduire. Donc, effectivement, comme Karine disait, si vous achetez une Ferrari, ben, vous allez quand même pouvoir juste déduire une partie et pas la totalité. Après, vous allez être content, vous allez avoir une Ferrari, mais vous ne pourrez pas tout déduire. D'accord? Alors, ça ici, au niveau de la location d'un véhicule. D'accord? Donc, voilà. On a deux possibilités. Soit on a la location ponctuelle d'un véhicule. Donc, vous devez aller à Marseille pour une mission. Vous n'avez pas besoin de véhicule parce que vous habitez à Nice et que vous n'en avez pas au quotidien. Vous louez un véhicule, effectivement, on pourra déduire. Ça ressemble beaucoup à l'achat. La seule chose, c'est que le montant, on va le déduire si c'est un véhicule de tourisme TTC. Et si c'est un véhicule utilitaire, on va le déduire en hors taxe et on va récupérer la TVA. D'accord? Ça, c'est la petite chose. On a aussi les locations de longue durée. D'accord? Les locations longue durée, encore une fois, je vous invite à consulter votre comptable pour ça. D'accord? Parce qu'il y a différentes choses qui sont prises en compte. Donc, effectivement, les loyers sont déductibles dans la limite du barème qu'on a vu. D'accord? Donc, souvent, les gens vont me dire, oui, vous allez voir, le loyer, vous pouvez tout le déduire. Donc, oui, effectivement, vous allez pouvoir tout déduire, je suis d'accord. Par contre, effectivement, il y a une partie qui va être réintégrée fiscalement après. Donc, il faut voir cette portion de réintégration fiscale et l'impact que ça aura. Ensuite, si le premier loyer il est majoré, effectivement, la charge elle va être lissée sur la durée du crédit bail. Donc, ça, c'est pas très grave, mais au moins, c'est important de le savoir. Pareil, hein, si vous êtes sur une location d'un véhicule, vous allez pouvoir aussi effectivement déduire au réel les frais qui sont liés à ce véhicule-là parce que la location sera faite au nom de la société. D'accord? Donc, le carburant, l'essence, l'entretien et autres. Est-ce que ça va jusqu'ici pour les véhicules? Est-ce que vous avez des questions, interrogations? Non, ça va? Ben, pour l'instant, je n'ai pas de questions dans le chat. Donc, eh bien, écoute, je pense que les gens n'hésitent pas à ouvrir leur micro s'ils ont des questions. Mais pour l'instant, non. Sinon, je pense que je n'ai jamais été aussi claire alors dans une présentation. Ça doit être ça. C'est clair. Alors, autre aspect, c'est le côté des frais d'hébergement dans le cadre de vos déplacements. Effectivement, je disais tout à l'heure, vous avez besoin d'aller à Marseille, vous allez louer une voiture, mais sur place, vous allez avoir besoin aussi de prendre une chambre d'hôtel et de déduire quelque chose. Donc, effectivement, ça aussi, ce sera des frais que vous allez pouvoir déduire sur votre activité. Alors, on a aussi les frais de locaux. Donc, vous avez différentes situations en fonction des gens qu'on a dans la salle avec nous. Certains ont un bureau, d'autres travaillent de chez eux. Certains sont en coworking, d'autres sont domiciliés dans une société. En fonction de la situation, il y a certaines choses qu'on peut déduire. Donc, si vous louez un bureau, que c'est votre siège social, que c'est bien déclaré, vous pourrez déduire votre loyer et toutes les charges qui sont déductibles liées à ce bureau-là. Si vous êtes en coworking, effectivement, vous pourrez déduire soit votre place, la location de salle, des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Tout ça est déductible. Si la société est domiciliée à votre domicile, donc effectivement, quand vous allez avoir créé votre société, pour ceux qui ont déjà créé, vous avez dit aux impôts, moi, j'alloue à ma société un certain nombre de mètres carrés dans mon domicile. Règle générale, le minimum des impôts, c'est 9 mètres carrés. Donc, règle générale, c'est ce que les gens vont mettre.
sauf si vous avez vraiment une pièce qui est dédiée à votre activité, qui fait, je ne sais pas moi, 25 mètres carrés, et vous allez dire, ben, moi, je veux vraiment déclarer la totalité parce que je vais pouvoir déduire toutes les charges qui sont liées à ce 25 mètres carrés-là. D'accord? Donc, vous allez déclarer plus. Par contre, il faut bien prendre en compte que quand vous déclarez un nombre de mètres carrés à l'administration fiscale, c'est aussi ce nombre de mètres carrés-là qui sera pris en compte pour faire le calcul de la CFE. Alors, qu'est-ce que c'est la CFE? La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. C'est un peu la taxe d'habitation des sociétés. D'accord? Donc, effectivement, c'est le nombre de mètres carrés qui est pris en compte pour calculer avec différents facteurs. Donc, il y a un facteur chiffre d'affaires et un facteur localisation. En fonction d'où vous êtes situé, vous êtes en ville, ou vous êtes un petit peu plus éloigné, ou vous êtes à Carrosse, ou vous êtes à l'Ariane, tout dépendant d'où vous êtes, on n'a pas les mêmes facteurs multiplicateurs. Et c'est ce montant-là qui va déterminer votre CFE. Donc voilà là-dessus sur les frais de locaux. On peut aussi déduire un prorata des charges. Donc quand vous êtes à votre domicile, effectivement, on peut regarder ce que vous utilisez au quotidien, donc annuellement, d'électricité, gaz et eau. Et en fonction de la surface professionnelle que vous avez déclarée à l'administration fiscale, on pourra appliquer un prorata pour le déduire et l'imputer une partie à l'activité. D'accord? Après, on n'est pas sur des sommes énormes. Il faut bien garder en tête que c'est un petit pourcentage de la superficie et ce même prorata-là est appliqué à toutes vos charges. D'accord? Mais effectivement, au moins, ça permet d'avoir les charges sur l'entreprise aussi. C'est aussi possible de vous verser un loyer. Donc, effectivement, vous pouvez dire, moi, j'ai une très grande superficie que j'alloue à mon activité. D'accord? Et je voudrais que mon activité professionnelle, donc ma société, me verse un loyer à moi en tant que propriétaire. D'accord? Donc, il n'y a pas de souci. Il faudra simplement faire un bail entre vous, individu, et votre société. D'accord? Mais par contre, il faut bien garder en tête qu'il y aura aussi un impact sur votre côté à vous en tant qu'individu. D'accord? Si vous avez un bail et que vous touchez justement des loyers de cette société-là, vous devrez les déclarer sur votre impôt sur le revenu en revenu foncier. D'accord? Donc, effectivement, il faut bien regarder l'impact que ça peut avoir des deux côtés. Il faut simplement se poser et le calculer. Je vous invite vraiment, si vous voulez faire ce type de démarche-là, vous posez avec votre comptable, bien regarder, s'assurer de l'impact et de le calculer ensemble. Il n'y a pas de souci, effectivement, et de voir qu'est-ce qui est le plus avantageux d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc c'est ce que je disais ici. Les loyers perçus sont à déclarer sur votre impôt sur le revenu. D'accord? Effectivement, vous n'aurez pas le choix, il faudra le déclarer. Mais par contre, des fois, ça peut être plus avantageux aussi pour vous. Donc, vraiment, ça peut valoir la peine de le faire pour les frais de locaux. Pour tout ce qui touche les frais de communication, donc effectivement, les frais de communication peuvent être déduits tant que c'est lié à votre activité. Il n'y a pas de souci. Donc, effectivement, téléphone, que ce soit le téléphone en soi ou la ligne téléphonique, donc elles peuvent être déduites. Donc, autant d'abonnements que de personnes actives dans la société. Attention, les forfaits familiales avec papa, maman, les enfants et autres, ça devient compliqué quand on est freelance et qu'on est seul sur la société. D'accord? Effectivement, autant de lignes que de personnes qui travaillent dans la société. D'accord? Mais vous pouvez le déduire, il n'y a pas de souci. L'abonnement Internet peut être déduit aussi. On peut le mettre sur la société parce qu'effectivement, vous travaillez à la maison, vous allez faire votre comptabilité, vous allez faire les devis, des factures, des choses comme ça. Donc, effectivement, ça peut être mis sur l'entreprise. Tu allais dire quelque chose, Karine? Non, ok, c'est bon. Alors, ensuite, il y a tout ce qui touche les frais de publicité. D'accord? On les oublie souvent, les frais de publicité, mais effectivement, ils peuvent être mis dans la société. On a mis online et offline. Donc, on a les traditionnels qu'on pense souvent, donc tout ce qui est carte d'affaires, flyers et autres. Mais il y a tout le côté online aussi qu'on oublie. Donc, si vous souhaitez faire de la sponsorisation sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous voulez prendre un compte premium sur LinkedIn aussi, d'accord? C'est des frais qui peuvent être déduits dans votre activité tant que c'est lié à votre activité, bien évidemment. Voilà, donc effectivement, toutes ces choses-là peuvent être déduites. C'est les grands frais. Il y en a plein d'autres que vous pouvez déduire en fonction de votre activité, mais c'est pour vous donner une ordre d'idée de ce qui peut être passé sur la société. Le côté site Internet, donc toute la création du site Internet, le design, le développement du logo, si vous achetez des photos, des choses comme ça, ça peut passer aussi sur votre activité. L'hébergement, la maintenance et la mise à jour de tout votre site peuvent être aussi déduits sur votre activité.
Ça va toujours jusque-là? Tout le monde suit? Ça va. Ensuite, on a fait un petit point sur tout le matériel. Alors, il y a une règle en comptabilité qui est à la limite de 500 € hors taxe. Alors, quand vous faites un achat d'un équipement qui est destiné à rester dans votre entreprise, donc pas quelque chose que vous achetez pour revendre. Je parle plutôt d'un téléphone, d'une tablette, d'un ordinateur, d'accord? Le montant, s'il est inférieur à 500 €, on va déduire en totalité. Si le montant est supérieur à 500 € hors taxe, la dépense, elle va être répartie sur sa durée d'amortissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous achetez aujourd'hui un ordinateur de 3 000 €, d'accord? Parce que vous êtes graphiste et vous faites du design, vous avez besoin d'un ordinateur super performant, d'accord? Donc, ça veut dire qu'en trésorerie, dans votre compte bancaire, il y a 3 000 € qui va sortir parce que vous allez aller à la FNAC, vous allez payer votre ordinateur, d'accord? Mais comptablement, d'accord, chaque année, on va aller enlever sur les 3 prochains bilans 1 000 €, 1 000 € et 1 000 €, d'accord? 3 ans qui est la durée de l'amortissement, d'accord? On va enlever 1 000 € chaque année sur votre bilan, d'accord? C'est un truc très comptable, mais c'est comme ça que ça fonctionne pour les matériels qui est destiné à rester dans votre entreprise. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'effectivement, c'est une répartition qui est plus juste des charges. On est d'accord que quand vous achetez votre ordinateur, cet ordinateur-là va vous permettre de générer du chiffre d'affaires pour les 3 prochaines années. D'accord? Donc, effectivement, ça répartit mieux la charge. Vous n'avez pas une année où ça modifie beaucoup de bilan. Voilà. Le matériel, effectivement, doit être cohérent avec le nombre de personnes actives. D'accord? Donc, c'est la même chose pour les lignes téléphoniques que je disais tout à l'heure. C'est bizarre si vous avez 3 iPhones, 2 tablettes et 3 ordinateurs, mais que vous êtes seul en freelance dans votre activité. D'accord? Donc, on essaie vraiment de se limiter au nombre de personnes qui sont actives et qui travaillent réellement dans la société. D'accord? Après, vous avez le droit d'avoir une tablette, un ordinateur, un téléphone. Hein, c'est normal, en fonction de ce que vous faites comme activité, bien évidemment. Là-dessus, sur les frais de représentation. Alors, ça, c'est la question qu'on nous pose toujours. Est-ce que j'ai un petit budget pour des vêtements que je peux déduire sur ma société? Alors, techniquement, ça dépend de votre secteur d'activité. C'est la même chose. Alors, il y a certaines activités qui nécessitent effectivement une tenue professionnelle qu'on peut déduire. D'accord? Effectivement, on parle de la blouse de médecin, les robes d'avocat, toutes les bleus de travail, les vêtements spécialisés, des chaussures avec des capes d'acier, des choses comme ça qui sont liées au secteur d'activité. D'accord? Donc, ces cas-là, effectivement, vous pouvez les déduire. D'accord? La règle, c'est si vous pouvez techniquement les reporter dans la vie de tous les jours, d'accord? Vous ne pouvez pas les déduire. Je vous donne un exemple, d'accord? Oui, vous achetez un costume, cravate et tout. Vous pouvez le reporter dans la vie de tous les jours. Vous pouvez même faire vos courses le dimanche à Carrefour avec, il n'y a pas de souci. D'accord? Par contre, la robe d'avocate, on est d'accord que c'est rare que l'avocat, le dimanche, va mettre sa robe d'avocat pour aller faire ses courses à Carrefour. D'accord? Donc, vraiment, gardez toujours en tête que si ça peut être reporté dans la vie de tous les jours, en règle générale, on ne le déduit pas. D'accord? C'est un petit peu ça aussi. Même si c'est pas votre style vestimentaire habituel, c'est la même chose. Moi, je vous avoue, j'ai demandé à Pépite, est-ce qu'ils peuvent déduire mes vêtements de travail? Ils n'ont pas voulu. Donc, c'est pareil. Pour vous, ça passe la même chose. Effectivement, si ça se reporte dans la vie de tous les jours, on ne déduit pas. Alors, les cadeaux clients. C'est possible de faire des cadeaux clients et j'ajouterais partenaires aussi. Donc, vous avez des partenaires qui vous envoient des dossiers, des clients, des contrats. C'est possible. Donc, c'est autorisé tant que ça reste dans l'intérêt de l'entreprise. Et il faut effectivement que ça reste raisonnable. D'accord? Vous avez un apporteur d'affaires qui vous a amené un contrat de 1 000 €, vous n'allez pas lui offrir un Rolex. D'accord? On reste dans quelque chose qui est raisonnable. Vous offrez une bouteille de vin, une bouteille de champagne, aucun souci. D'accord? Il faut juste garder en tête que si la valeur du cadeau, elle est supérieure à 69 € TTC, on ne récupérera pas la TVA. D'accord? Vous allez pouvoir le déduire, mais par contre, on ne va pas récupérer la TVA sur cet achat. D'accord? Il faut aussi, un petit peu comme les indemnités kilométriques, tenir un petit fichier. Donc, je vous recommande un fichier Excel simple que vous gardez d'année en année avec la date d'achat du cadeau, qu'est-ce que vous avez offert, le montant
et à qui vous l'avez offert. D'accord? Pour quelles raisons aussi. L'objectif, c'est pareil, c'est qu'effectivement, vous avez un contrôle fiscal et on vous dit ah, c'est étrange, en décembre, vous avez acheté une caisse de 12 bouteilles de champagne et vous les avez déduites. À qui vous les avez offerts? C'est étrange, c'est au moment de Noël, c'est la même période. Et vous les avez gardés pour vous, vous les avez vraiment offerts. D'accord? Si au moins vous avez un fichier, vous avez dit oui, effectivement, j'ai pris 12 bouteilles, ils sont allés à telle personne, parce que ça a été des bons apporteurs d'affaires dans l'année, ça a été des bons clients, et ainsi de suite. Donc, effectivement, c'est justifié. C'est plus facile en cas de contrôle de le justifier de cette façon-là. Donc, c'est important de quand même tenir un registre des cadeaux que vous offrez. Voilà là-dessus. Le dernier petit point, effectivement, c'est le côté des CESU préfinancés. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec les CESU. Les CESU, c'est des chèques emploi-service universels. C'est une façon de rémunérer des gens qui travaillent dans le service à la personne. Donc, souvent, on va voir les assistantes maternelles, on va voir des gardes d'enfants, femmes de ménage, petits jardinage, type tonte de gazon et des choses comme ça, entretien du jardin. D'accord? Effectivement, ces gens-là peuvent être payés en CESU préfinancés. D'accord? C'est effectivement accessible aux dirigeants et aux salariés s'il y en a. C'est presque un des seuls avantages qu'un dirigeant peut avoir, même s'il n'a pas de salarié. D'accord? Il y a un montant, bien évidemment, qui est maximum par année, qui est de 1830. Donc, effectivement, il y a un maximum de 1830 que vous pouvez déduire en CESU préfinancé. Et c'est quand même un bon plafond, quand même 1830 pour vous. Voilà, ça fait le tour. Ah bien, je suis restée dans les temps quand même. Voilà, ça fait un petit peu le tour des principaux frais que vous avez sur votre activité. Après, il y en a plein d'autres que je n'ai pas nécessairement parlé. Effectivement, on a l'assurance, on a le comptable, on a la responsabilité civile. En fonction du type d'entreprise que vous avez aussi effectivement des fois des complémentaires prévoyance, des mutuelles, des choses comme ça. Donc, il y a plein de frais que vous pouvez, qui sont liés à votre activité, qui peuvent être déduits aussi. D'accord? Vraiment, je vous invite à vous poser avec votre comptable si vous avez un doute. Si vous avez un doute, posez la question et effectivement, on pourra vous répondre en fonction de votre situation. Parce que dans un secteur ou l'autre, ça diffère. Donc, je vais arrêter de présenter. J'espère que c'était clair. Est-ce que vous avez des questions? Ça y est, vous avez le droit d'ouvrir vos micros, vos caméras pour qu'on vous voit un peu. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Karine et moi, on est là pour y répondre avec grand plaisir. Pas de questions? Wow, je pense que c'est la première fois que je fais cette présentation-là sur les frais déductibles et j'ai aucune question de personne. Non? Oui, j'ai besoin de confirmation. Allez-y, je vous écoute. Par rapport à l'achat d'un véhicule et l'achat de matériel. Un véhicule n'est pas soumis à amortissement? Alors, ça dépend. Vous êtes en société? Non, moi je suis en auto-entreprise, mais justement cet atelier m'intéresse pour justement comparer ce que je pourrais déduire en société et l'abattement de l'auto-entreprise. Oui, c'est clair. Et du coup, vous pensez à acheter un véhicule, c'est ça? Pour l'instant, non, mais si je passe en société, certainement. D'accord. Donc oui, l'amortissement, il est déductible quand vous êtes en société ou même si vous êtes en entreprise individuelle, ce qu'on appelle au réel, donc on déduit réellement les frais. Effectivement, l'amortissement, il est déductible. C'est simplement qu'il est calé sur la durée de l'amortissement. Donc, comme l'ordinateur que j'expliquais tout à l'heure, c'est 3 ans la durée d'amortissement. La première année, on va enlever 1000. La deuxième année, on va enlever 1000. La troisième année, on va enlever 1000. On va le déduire. D'accord. Ouais. Mais pour un véhicule, de la même manière. C'est-à-dire que j'ai vu que la déduction max, c'était 30 000 € pour un véhicule propre. Ces 30 000 €, ce sera sur un amortissement. C'est ça? Exactement. Ce sera amorti c'est ça, ce sera amorti sur 5 ans. D'accord. Donc, en fait, tout dépendant si vous l'achetez. Si vous l'achetez, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans votre compte bancaire, le montant va sortir en totalité. D'accord? Donc, effectivement, vous allez le payer parce que vous l'achetez immédiatement. D'accord? Que ce soit par un prêt ou autre, peu importe. D'accord? Mais après, comptablement,
d'amortissement, il sera réparti sur 5 ans. D'accord. Donc, vous n'allez pas dire la première année, je ne sais pas, moi, j'ai fait 10 000 € de chiffre d'affaires, j'ai acheté mon véhicule à 10 000 €. Donc, je vais avoir 10 000 € de chiffre d'affaires, moins 10 000 € de véhicule et mon bilan, il est à 0. C'est un peu pour ça aussi, effectivement, qu'on fait l'amortissement, c'est pour éviter de tricher un peu, si je peux dire. D'accord, merci. Ça répond à votre question? Oui, merci. On a une question, Véronique, de Delphine qui nous demande comment bénéficier des CESU préfinancés. Ah, les CESU préfinancés, je m'en doutais bien. Alors, ça dépend. Delphine, vous êtes en société. Qu'est-ce que vous avez comme forme d'entreprise? Vous n'êtes pas en micro? Alors, si vous êtes en micro, effectivement, gardez bien en tête qu'on ne peut rien déduire. Donc, effectivement, ça ne vous concerne pas. Les CESU préfinancés, en ce cas-là, effectivement, vous devez vous inscrire, créer un compte. Effectivement, et vous pourrez, par contre, ce sera un compte pour l'entreprise, d'accord, et vous pourrez en donner aux dirigeants et à vos salariés, effectivement. Donc, il faut juste aller sur le site c'est URSSAF CESU et créer un compte qui vous explique tout, et après, vous pourrez les déduire. Est-ce que tu as d'autres précisions à ajouter, Karine? Non. Elle dit OK, merci. Et il y a Tarega qui nous demande si on ferme la société avant d'avoir amorti la voiture, par exemple, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe si vous fermiez la société? Quand vous allez fermer votre société, on va sortir la voiture. Voilà. Il faut qu'on sorte la voiture de la société et on va en fait comparer la valeur du véhicule avec la valeur comptable qu'on a au bilan du véhicule. Enfin, c'est ce qui se passe quand on a une société. Donc, on va prendre la valeur d'achat, moins les amortissements qu'on aura pratiqués pendant peut-être 2 ou 3 ans, du coup, si on n'a pas amorti en intégralité. Ça va nous donner une valeur nette comptable, on appelle ça. Et on va comparer ça avec le prix de vente que vous pourriez la revendre, parce que quand vous fermez une entreprise, il faut sortir tout l'actif, tout ce que vous possédez, il faut le sortir de la société. Donc, soit vous le vendez, soit vous le vendez à vous-même. La société vous le vend à vous et vous le récupérez à titre personnel. Mais quoi qu'il arrive, il faut toujours le faire à la valeur de l'Argus, enfin à la valeur que vous le vendriez à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'était... C'est ça, parce que quand on ferme la société, on la ferme, donc elle ne peut plus posséder rien. Elle ne peut plus avoir un véhicule à son nom, elle ne peut plus avoir d'ordinateur, elle ne peut plus avoir de téléphone, des choses comme ça. Donc, effectivement, il faut qu'on détermine qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que c'est vous, en tant qu'individu, qui allez racheter la voiture, ou vous allez dire, je vais la vendre à Karine, par exemple, la voiture, ou à quelqu'un d'autre, et effectivement, on constatera qu'il y aura une vente. C'est ça. Donc, au final, on va avoir en produit, oui, la valeur vénale, donc la valeur de revente, et en charge, on aura la valeur nette comptable. Donc, après, parfois, les deux, ça revient à peu près au même, mais parfois, l'un est plus que l'autre. Ça dépend, après. Ça dépend vraiment du véhicule. Voilà, ça répond à votre question. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment, profitez-en. Ce qui vous passe par la tête, on est là. Non? Pour l'instant, je n'en ai pas. Du coup, j'espère que j'ai été claire pour la personne qui m'a posé cette question. Oui, voilà. J'ai une question par rapport aux frais de locaux. Oui. Est-ce qu'il est possible de trouver le calcul pour déduire au prorata les charges en fonction de la surface professionnelle utilisée dans l'habitation? Alors, le calcul va être le même. En fait, vous avez 100 mètres carrés, vous avez alloué 10 mètres carrés à votre activité professionnelle. D'accord? Ça va être le même prorata-là que vous allez appliquer au montant que vous payez en eau, que vous allez appliquer en électricité ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que je vous disais, il vaut mieux le faire sur l'année, parce qu'on est sur quand même des petits montants, que de le faire tous les mois. Donc, à la fin de l'année, vous regardez combien vous avez payé d'électricité, d'eau et autres, et gaz si vous avez, peu importe. Et effectivement, vous faites le petit calcul et vous allez pouvoir le déduire. D'accord, merci. Voilà. Plaisir. Par contre, vous ne pouvez pas déduire, c'est laquelle qu'on ne peut pas déduire, Karine? La taxe d'habitation? La taxe d'habitation. Voilà, c'est ça. On ne peut pas déduire la taxe d'habitation dans ce calcul, même au prorata.
Ouais, ben voilà, ça fait le tour. Après, je ne sais pas avec l'UPE comment il fonctionne. Est-ce que j'envoie à l'UPE la présentation directement et il vous la transfère ou sinon, à la fin de la présentation, vous aviez mon mail, donc vous pouvez m'écrire directement, je peux vous l'envoyer aussi, il n'y a pas de souci. Je vais voir avec eux comment ils veulent procéder, mais on peut vous le transférer. Autre chose aussi, il y a plein d'ateliers, webinaires qui sont animés avec l'UPE ou avec Pépite, donc n'hésitez pas. Effectivement, c'est des webinaires qui sont gratuits. Je crois qu'il y a une question qui est arrivée, je ne l'ai pas vu passer, Karine, vas-y. Oui, on me dit, vous avez indiqué qu'il y avait le CFE pour la taxe d'habitation personnelle. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, la CFE, c'est un petit peu comme la taxe, c'est mon accent. C'est l'ancienne taxe professionnelle, en fait. Voilà. Pour ceux qui connaissent. Voilà. C'est la taxe d'habitation des entreprises. Ce n'est pas la taxe d'habitation pure que vous pouvez déduire. C'est un peu comme cette CFE-là, elle est payée par toutes les sociétés, même si vous êtes en micro d'ailleurs. Tout le monde doit. Voilà. En micro, il y a plein de choses qu'on pense qu'on peut déduire qui passent dans le pourcentage, mais finalement, il y a beaucoup de choses qu'on paye perso avec le temps. Les charges sociales, la CFE, toutes les charges qui sont liées à l'activité, effectivement. Donc, pour la CFE, si on est chez soi, comment cela se passe-t-il? Alors, pour la CFE, comment ça se passe si on est chez soi? Quand vous avez créé ou quand vous allez créer, vous allez dire je suis à mon domicile et pour mon domicile, j'accorde 10 mètres carrés sur la totalité de ma superficie. D'accord? Et ce montant-là va être envoyé à l'administration fiscale. L'administration fiscale prend 3 critères en compte quand ils calculent votre CFE. C'est eux qui la calculent. Ils prennent en compte votre chiffre d'affaires, ils prennent en compte le nombre de mètres carrés et ce que j'expliquais tout à l'heure en fonction d'où vous êtes dans la ville. Il y a des comptes d'exonération. Comment? La valeur locative. Voilà, la valeur locative. En fonction d'où vous êtes, si vous êtes au port à Nice, si vous êtes à Vence, si vous êtes à Cogolin, effectivement, le montant ne sera pas la même. Donc, c'est ces 3 critères-là qui sont pris en compte pour calculer votre CFE. Plus vous avez de mètres carrés, plus la CFE, effectivement, sera élevée. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Je sais pas si... donc, si on est chez soi, que vous avez la CFE pour une valeur de la taxe d'habitation, 100% sans déduction, c'est bien ça. Effectivement, c'est complètement séparé. Vous avez votre taxe d'habitation que vous payez perso, d'un côté, et vous avez la CFE qui va être calculée selon des facteurs que je viens de vous expliquer, qui seront complètement dissociés de vous en tant qu'individu, qui seront liés à votre activité professionnelle, que vous allez pouvoir déduire si vous n'êtes pas en micro. Est-ce que c'est plus clair? Super. Voilà. D'autres questions? Merci, avec plaisir. N'hésitez pas, de toute façon, comme je disais, je vais voir avec l'UPE comment ils veulent qu'on procède. Soit moi, je vous envoie la présentation directement, soit eux, ils vous l'envoient s'il y a besoin. Ça fait quand même plein d'informations. Oui, une dernière question, allez-y. Oui, dernière question, c'est au sujet du cabinet Pépite. Est-ce que, du coup, si j'ai bien compris, vous aidez pour conseiller pour justement changer de auto-entreprise vers un statut, vous nous conseillez pour le choix du statut le plus avantageux en fonction de notre activité? Tout à fait. Alors, ça fait partie de vos compétences. Exactement. Notre secteur d'activité, c'est vraiment les créateurs d'entreprises et les indépendants. C'est vraiment les deux secteurs sur lesquels on travaille. Donc, on ne fait pas les grandes sociétés à 10, 20, 30 salariés. Il y a des cabinets qui travaillent très, très bien et qui font ça. Nous, on a choisi de se spécialiser sur ce créneau-là. Pourquoi? Parce que vraiment, on a un modèle d'accompagnement qui, donc on se pose ensemble, on regarde votre situation, on choisit ensemble en vous expliquant les différents statuts, comment ça fonctionne et comment ça s'adapte à vous. Parce qu'effectivement, un statut va être parfait pour vous, mais Karine, elle fait la même activité que vous, puis on va partir sur un statut qui est complètement différent. Donc, c'est vraiment propre à l'individu plutôt qu'au secteur d'activité. Donc là, on va se poser, on va regarder. Et après, on fait tout l'accompagnement sur la création d'entreprise. Okay. Chez nous, on a fait le choix d'offrir la création d'entreprise. Donc, effectivement, dans le cadre de la création, on l'offre. C'est gratuit. Et après, effectivement, il y a la compta qui prend en compte là-dessus. Puis, on vous accompagne, effectivement, sans aucun souci sur votre activité, effectivement. Et en plus, on travaille avec des applications. Donc, c'est sympa parce que
c'est un peu dynamique, c'est au bout du jour, voilà. Donc, on est avec un système un peu plus 3.0 pour la comptabilité, je vous avoue. C'est plus ludique. Ouais, c'est super ludique avec des applications, c'est rigolo. C'est simple, vous prenez en photo et vous pouvez jeter. Voilà. Ça évite la boîte à chaussures traditionnelle avec toutes les reçus et les factures dedans. Donc, voilà. Ok, merci. Avec plaisir. Après, je crois que Madame, vous aviez une dernière question. Solucial. On vous écoute. Ou on vous lit, comme vous voulez. Ah ben voilà. Ben super. Je viens d'être posé. C'était ça. Ben écoutez, avec grand plaisir. N'hésitez pas, hein, nous, notre accompagnement, c'est gratuit, on ne facture pas. Donc, appelez-nous, on se pose. Si jamais on se rend compte et que je vois que la micro, c'est le plus intéressant, je vais vous le dire, la micro, c'est le plus intéressant. D'accord. L'objectif, c'est juste de faire un point parce que, en fait, les auto-entreprises ne sont pas suivies par personne. Et donc, des fois, on continue dans ce statut-là parce qu'on a l'habitude et que c'est simple et que ça nous paraît simple, mais que finalement, quand on commence à faire le compte de toutes les charges et tout, effectivement, peut-être que c'est le plus bon statut adapté à l'activité. Effectivement, donc il y a ce côté-là. Il y a le côté TVA aussi sur la micro-entreprise. Il y a un seuil de TVA à ne pas dépasser qui n'est pas le même que le seuil de la micro-entreprise. Et des fois, ça, on l'oublie parce qu'il n'y a personne qui est là pour nous le dire, pour nous conseiller. Donc, ce sera avec grand plaisir si vous avez besoin, on se pose, on regarde avec grand plaisir. Voilà. Super. Écoutez,